que je vous propose, moi, aujourd'hui, c'est de revenir dans un premier temps à 1905, à la loi du 9 décembre 1905, c'est une loi de séparation, parce que c'était aussi une loi qui traitait de la question du vivre ensemble. C'était pas le vocabulaire qui était utilisé à l'époque, on ne parlait pas de vivre ensemble, on parlait d'organisation sociale et politique et d'une guerre entre deux Frances, une France cléricale, essentiellement catholique, qui était le culte dominant, et une France laïque. Mais je vais garder un axe juridique. La laïcité, c'est de la laïcité appliquée dans le droit. La laïcité, elle est juridique et politique. Et c'est à ça qu'il faut se référer pour voir comment les choses ont évolué dans le temps. Alors je prends comme point de départ la loi du 9 décembre 1905, mais pour penser la laïcité, il faudrait revenir bien en amont, notamment dans l'instauration de l'instruction publique. C'est parce que je pense qu'il y a une vraie confusion dans le débat actuellement sur la laïcité, une vraie confusion dans le débat public. Dans ce qu'on met derrière ce terme-là, dans ce qu'on met dans la loi de 1905, et cette confusion alimente les tensions. Il y a des personnes qui ont des positions opposées et qui se réfèrent à la même notion et à la même loi. Alors la loi de 1905, elle intervient dans un contexte où les républicains, après un 19e siècle mouvementé, après la Révolution, il y a eu la Restauration et puis l'instauration de la République, les républicains sont face à un culte puissant qui a pendant des siècles géré l'administration civile, l'état civil, l'instruction, l'organisation des règles de la vie en société, les normes. Et donc, les républicains sont face à un pouvoir. Cette loi de 1905, c'est un mode d'organisation politique. C'est un mode d'organisation de la société. C'est pas un élément de l'identité nationale. C'est pas en soi, c'est pas une valeur. C'est soutenu par des valeurs. Mais cette loi-là, c'est un mode d'organisation politique. Aujourd'hui, dans le débat public, on assimile la laïcité à une valeur, la laïcité à l'identité, on assimile même la laïcité à l'égalité des sexes. Non, historiquement, c'est faux. Parce que la loi 1905 est votée bien avant que soit accordé le droit de vote aux femmes. Et je vais même aller plus loin. Un des arguments des républicains pour refuser le droit de vote des femmes, c'était de dire qu'elles étaient sous influence cléricale. Elle est organisée sur 4 valeurs fondamentales. Organisée sur 4 valeurs fondamentales. La première, c'est le principe de séparation, de non-subventionnement. Mais quand je vous dis de séparation, de non-subventionnement, c'est dans les textes, tout de suite, on se rend compte qu'il y a des aménagements. La loi de 1905 ne remet pas en question le concordat. Alors la neutralité, vous pouvez le prendre de différentes manières, ce principe de neutralité. La neutralité, c'est à la fois la neutralité de l'État dans le sens de non-préférence d'un culte par rapport à un autre. La neutralité, c'est dans le sens de non-coercition. L'État n'est pas le promoteur de normes religieuses, de rites religieux, de règles religieuses, comme le dit Victor Hugo, l'État chez lui, l'Église chez elle. Neutralité dans le sens où l'État ne doit pas intervenir dans la gestion du culte religieux. Et bien sûr, neutralité des agents de l'État. Neutralité des agents de l'État. Cette neutralité des agents de l'État se traduit par 2 choses. D'une part, la neutralité en termes d'apparence des agents de l'État, et en termes de pratique. J'insiste pour distinguer les deux, parce que dans d'autres pays où il y a un système laïque, cette question des apparences n'est pas aussi importante. J'ai été à Montréal il n'y a pas longtemps, et la police fédérale des frontières, je suis tombé sur, à l'aller, une policière qui portait un foulard islamique, et au retour, sur un policier sikh, donc qui a les cheveux couverts et qui porte une barbe. Donc notre conception de la neutralité, elle repose sur une théorie des apparences. Cette apparence qui aurait des effets sur les usagers. Tout le monde n'a pas la même conception. 3e pilier, liberté de conscience. Et la liberté de conscience pour la loi de 1905, c'est la liberté de culte
et de manifester publiquement son appartenance religieuse. Les deux vont ensemble. Et c'est au nom de cette liberté de culte que, par exemple, des personnes qui sont privées de liberté, pour les personnes qui sont privées de liberté, l'État a normalement le devoir de garantir la liberté de culte dans ces structures. Par exemple, en prison, ça ne se fait pas, mais l'État doit organiser le culte, doit permettre à n'importe quel détenu de pouvoir pratiquer son culte et de pouvoir pratiquer ses rituels alimentaires. Normalement, au niveau de la loi, ça ne se fait pas. Hein. Ça se fait très peu dans les prisons. Mais au niveau de la loi, il devrait y avoir de la viande cachère, de la viande halal, du végétarien pour d'autres personnes avec d'autres systèmes de croyances. Ça, c'est les textes. La pratique, c'est autre chose. Bien sûr, la limite de ces textes, c'est la question de l'organisation du travail, de la sécurité, de l'ordre public. Il y a des limites à tout texte. Mais la philosophie, c'est une philosophie qui est libérale. Et enfin, quatrième pilier, c'est l'égalité. Quatrième valeur qui sous-tend la laïcité, égalité, non-préférence et non-discrimination entre les différents cultes, traitement égalitaire de tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance philosophique, religieuse, etc. Donc voilà la loi de 1905, et il faut bien savoir qu'à l'époque, tous les laïcs ne sont pas d'accord pour cette conception libérale-là, qui est défendue par Aristide Briand, par Ferry, par Jaurès. C'est une loi qui fonctionne, ce sont des principes qui fonctionnent pendant tout le XXe siècle. Et les choses changent à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Les choses changent. Pourquoi? Parce qu'arrive un nouveau phénomène, une nouvelle visibilité, essentiellement avec la présence et des formes de religiosité inédites, en tout cas inédites dans le débat public, liées à la présence musulmane, essentiellement la présence musulmane. Les premières affaires du port du foulard dans les établissements scolaires en 89, et c'est pas un hasard que ça émerge en 89, il y avait des foulards qui étaient portés avant 89, dans les années 80, par des collégiennes et des lycéennes, très peu. Hein. Mais ça retenait pas l'attention. 89, c'est le bicentenaire de la Révolution, c'est aussi la chute du mur de Berlin. C'est une année charnière, et donc on a la première affaire, et déjà, un certain nombre de personnes estiment que les textes de loi, donc il y a des volontés d'interdire, de prohiber le port du voile, et le Conseil d'État rappelle la loi. Et la loi en 89, qui est rappelée par le Conseil d'État, y compris en 94, après la circulaire Bayrou, c'est de dire le principe, le devoir de neutralité ne s'applique pas aux usagers. C'est le texte qui est rappelé. Comment est-ce qu'on peut décrire ce nouveau régime juridique sur la question de la laïcité? Je passe vite sur le débat public, sur la manière dont c'est organisé, sur la présence musulmane, les peurs, le contexte géopolitique. Je sais très bien qu'il y a un contexte qui joue beaucoup sur les consciences, qui joue sur les peurs, etc. Et le climat, je veux dire, l'effacement de la question sociale, qui était centrale dans le débat public, les rapports entre ouvriers et patrons, la question de l'emploi, son effacement repose en partie sur la montée en épingle de ces débats-là. Mais je viens à la question juridique. Qu'est-ce qui change avec la loi du 15 mars 2004 qui interdit le port de signes religieux ostensibles, avec une liste de port de signes religieux ostensibles, foulard, y compris bandana, kippa, grande croix, les petites croix sont autorisées, les petits signes discrets sont autorisés. Dans la loi de 2004, il y a cette annexe. Il n'est pas question de jupe, il n'est pas question de tunique, pour rebondir sur le théâtre forum de tout à l'heure. Il n'est pas question de couleur, il n'est pas question de tout ce qui anime un certain nombre d'établissements scolaires, aujourd'hui très peu, mais quand même, c'est présent dans le débat. Alors sur quoi repose ce loi? En quoi cette loi-là est une rupture, est un virage? C'est que le devoir de neutralité s'étend aux usagers. Le devoir de neutralité s'étend aux usagers. Et la plupart des juristes de droit public expliquent que c'est une brèche qui s'ouvre parce que cette dynamique d'extension, le fait d'étendre le devoir de neutralité à des usagers au début dans les établissements scolaires,
à partir du moment où cette brèche est ouverte, il n'y a plus de limite en fait possible. Tous les espaces peuvent être neutralisés. À partir du moment où on arrive à démontrer qu'il y a une gêne et un problème qui est posé. Et aujourd'hui, à travers des chartes, des discussions, il est question d'imposer le devoir de neutralité au secteur privé, les entreprises, et également à l'université. Ça en débat actuellement, la question d'étendre la loi de 2004 à l'université. La montée des extrêmes, etc., enfin, surtout de la montée de l'extrême droite, plus qu'autre chose. On est, en termes d'extrême, c'est l'extrême droite qui progresse, c'est pas l'extrême gauche aujourd'hui. On est face à des situations de, comment dire, de choix fondamentaux, de projections à faire. C'est-à-dire que ce qui est frappant autour de cette question de la laïcité, c'est que ce débat-là empêche, moi c'est ça qui me frappe, il permet de construire des camps, il permet d'opposer, il permet de cliver. Par contre, il ne permet plus, comme le pouvaient les fondateurs et les visionnaires de 1905, comme l'avaient pensé, de construire du commun. Un cadre commun, des libertés communes, un imaginaire commun. Donc on est vraiment dans cette situation de tension, et je trouve très pertinent de la part des organisateurs, et de la part y compris du Théâtre Forum qui a précédé, d'insister sur ça, parce qu'il y a consensus sur le fait que les discriminations raciales, sur le handicap, sur le lié au sexe, etc., tout ça c'est mal. Il n'y a pas de consensus sur le fait que les discriminations liées à la religion, même si c'est reconnu légalement que c'est un motif illégitime de discrimination, il n'y a pas de consensus sur le fait que ce soit une forme d'ostracisme à rejeter par tout le monde. Pourquoi? Il y a deux choses, et je terminerai cette introduction avec ça. D'une part, la question religieuse, c'est une question sensible. Et c'est une question sensible, pas seulement parce que c'est un problème de racisme. C'est-à-dire, la résistance à la religiosité, à sa visibilité, ne peut pas être réduite à une question de racisme. C'est très réducteur. Et renvoie pour certains à du racisme. Au fond, rejeter les musulmans, c'est rejeter les arabes. Renvoie à d'autres à des histoires familiales, à des luttes passées, à des moments de l'histoire qui percutent totalement la période actuelle. Et moi, je suis frappé, quand je discute sur ces questions de crispation liées à la présence de l'islam, y compris dans les milieux antiracistes. Je suis frappé de voir à quel point les histoires personnelles, vraiment, prennent le pas sur le débat, sur la situation et sur le regard qui est porté aux pratiques religieuses, notamment des populations musulmanes, parce que ce sont elles qui sont au cœur des débats sur la laïcité, et c'est cette forme de réductionnisme, cette forme de crispation-là, cette forme c'est-à-dire que la question aimante tout, la question de la laïcité et du vivre ensemble aimante tout aujourd'hui, qui doit être dépassée. Alors comment? Ça c'est de la responsabilité de chacun, chacun peut prendre position par rapport à cette question-là, mais on touche à un point central. Vraiment, on touche à un point central, et c'est pour ça que je parle de croiser des chemins. Est-ce qu'on est en capacité de se projeter dans du commun sans que les uns se renient, mais sans s'enfermer dans de l'intransigeance non plus? Ou bien est-ce qu'on laisse cette dynamique de crispation, de clivage prendre le pas, ce qui nous met dans une perspective plutôt pas terrible? On a eu effectivement constaté l'échec de l'intégration, qu'on s'est rendu compte que finalement, même étant né ici, on n'a pas les mêmes droits, on n'est pas égaux. Alors voilà, la laïcité qui affirme l'égalité, où elle est l'égalité, quoi. Donc je pense que la montée historique, effectivement, de l'activisme religieux musulman a été, je dirais, le terreau aussi, et puis le refuge pour un certain nombre de jeunes et d'autres, dans une autre, je dirais, forme de reconnaissance qui était à travers la religion et l'identité musulmane et arabo-musulmane. Votre première remarque sur le concordat, on pourrait rajouter, chaque année, il y a 7 milliards d'euros environ du budget du ministère de
l'éducation nationale qui va vers l'enseignement privé sous contrat, qui est essentiellement un enseignement privé religieux. On pourrait parler également de l'obligation faite aux collectivités publiques de financer la rénovation des lieux de culte qui précèdent les cultes reconnus, qui étaient présents, les cultes reconnus en 1905. Je pourrais multiplier les exemples, mais je veux dire, ça a été aussi ça, la loi de 1905. Ça a été aussi une loi d'accommodement. Ce qu'on oublie aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la conception dominante, celle la plus agressive dans le débat public, c'est une conception qui est intransigeante, notamment intransigeante à l'égard des minorités musulmanes et de leur visibilité. Mais c'est une conception qui tend vers l'intransigeance à tous les niveaux. On voit cette extension de ce que nous on a appelé avec Abdelhadi Hadjat un usage disciplinaire de la laïcité. Et cette conception s'oppose à celle de 1905, qui était un usage libérateur de la laïcité. Égalité et liberté, à partir d'un principe de séparation. Donc on n'est pas du tout dans le même registre, et on est dans ce point de tension. On est actuellement là-dedans, on est entre les deux. On est entre la laïcité et la néo-laïcité. Voilà, on est entre les deux. Et on utilise le même mot, ce qui amène de la confusion. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Vous pointez le rôle de l'histoire et de la géopolitique sur la situation française. Et vous avez raison. Je n'avais pas le temps de revenir là-dessus, mais on pourrait revenir bien plus en amont pour comprendre comment est-ce qu'une espèce d'archive anti-arabe ou anti-musulmane s'est constituée dans l'histoire et dans l'imaginaire collectif. Et aujourd'hui, on puise dans cette archive. Mais je veux dire, cette archive est valable pour toutes les minorités. Une archive anti-juive, une archive anti-rome, etc., etc., etc. Qui est une grève sociale, les revendications sont sociales, le maintien des emplois, l'amélioration des conditions de travail. Ils en font un problème religieux. Et on va parler de grève sainte. Defer va même parler de grève chiite. Les gens, du coup, en fait, juste parler en termes de racialisation, c'est au fait symétriser des choses qui ne sont pas symétriques. Et il y a un rapport de pouvoir qui est asymétrique et qui est en faveur des personnes qui vont être racialisées comme des personnes non blanches, parce que les personnes blanches sont rarement racialisées. Exemple bateau, on ne va jamais leur demander c'est quoi tes origines. En Algérie, on appelait les futurs Algériens des Français musulmans. Ce n'étaient pas des Français à part entière, comme ils disaient, Français musulmans. Deuxièmement, quand il y a eu le 13 mai 58, fomenté par l'extrême droite, on a fait venir sur le forum, avant la venue de Gaulle, des camions entiers de femmes qu'on a fait dévoiler, et c'était le symbole de l'assimilation. Et on parlait d'intégration, mais c'était le symbole de l'assimilation, c'est-à-dire assigner les gens à être autres au plus profond d'eux-mêmes. C'est-à-dire de pouvoir s'ancrer et ancrer son patrimoine dans le paysage commun. Et là, on touche à quelque chose de très symbolique. Et là, on touche à la question qui renvoie à la question de l'assimilation, c'est la question de la légitimité. Est-ce que les populations sont légitimes et considérées comme légitimes, et du coup on peut se projeter sur le long terme avec elles, et on fait en sorte que, ou elles ne le sont pas. Et je pense que la question aujourd'hui des crispations autour de la laïcité, autour du rejet de l'islam de manière générale et des musulmans plus particulièrement, renvoie à cette question de la légitimité présentielle sur le territoire national. Voilà. Et ça, c'est une question de fond, qui renvoie à notre conception justement de l'assimilation, qui n'a pas disparu. L'idéologie assimilationniste est encore prégnante. Et elle impose aux uns et aux autres une égalité sous condition. Surtout, elle s'appelle une égalité sous condition, une égalité de traitement sous condition. Si vous regardez les refus de naturalisation, il y a une catégorie de refus de naturalisation qui renvoie au défaut d'assimilation. C'est dans les textes. Et quand on regarde les refus de naturalisation au nom de la condition du défaut d'assimilation, mon collègue Abdelhadi Hadjat a fait l'étude, on voit que la grande majorité de personnes qui sont retoquées par rapport à ce critère-là sont des personnes qui sont musulmanes, surtout visibles. Donc, on pose là les frontières de l'identité nationale. On pose la question des frontières de l'identité nationale telles qu'on se les représente concrètement. C'est une question de fond. C'est une question de fond qui est posée. Après, sur la question coloniale, et je terminerai avec ça, il faut aussi rappeler que la loi de 1905, les républicains, les différents gouvernements ont refusé de l'appliquer dans les colonies. Et en Algérie, l'association des oulamas, c'est les savants, les clercs religieux,
ont demandé, ils sont venus en France, sont partis voir le Conseil en disant, les représentants en disant nous on veut que la loi de 1905 s'applique dans le territoire colonial, ce que le gouvernement a refusé. Et donc, dans les colonies, en France c'était la liberté, dans les colonies c'était le gouvernement, c'était l'administration coloniale qui gérait directement le culte musulman. Il est possible de faire des similitudes sur l'attitude des différents gouvernements successifs avec la gestion du culte musulman actuellement. Et enfin, sur les questions de racialisation, vous avez raison. On distingue bien souvent les préjugés et le racisme. Le racisme, c'est un système idéologique qui renvoie à un système d'oppression et des rapports de pouvoir. Les préjugés sont partagés par tout le monde. Et dans les faits, pour pouvoir discriminer, il faut avoir le pouvoir de le faire. Même si on a des préjugés, pour pouvoir discriminer, il faut encore avoir le pouvoir pour le faire. Mais oui, mais dans un autre contexte. D'un point de vue juridique, c'est de pouvoir jouir de ses droits et ses devoirs. C'est ça être citoyen, la définition minimale. Mais c'est pas suffisant. Et se sentir citoyen, pour moi, c'est se sentir légitime. Voilà. C'est-à-dire que sentir le fait que sa propre présence sur un territoire donné, dans son propre pays, ne pose pas problème. Et de ne pas être en situation de devoir se justifier en permanence. C'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un qui n'est pas légitime, c'est qu'il est contraint à la justification en permanence, il est soumis à la suspicion très souvent, et donc il n'est pas en situation de se sentir pleinement dedans. Voilà. Donc il y a deux dimensions, il y a la dimension subjective et la dimension politique et administrative qui renvoie à une situation